Bonjour à tous. Comme vous voyez, je suis vice-président de l'Institut des risques majeurs. Et j'étais, avant de rejoindre l'Institut et de prendre ma retraite, en charge d'un service régional des risques Andréal, un gros service régional des risques. Voilà. Donc tout ça est teinté un peu et de mon expérience antérieure et de mes fonctions. Deux mots sur l'IRMA. L'IRMA, c'est une association. On a des salariés et on est administrateurs bénévoles, qui a été créée à la fin des années 80 par un ancien secrétaire d'État à l'environnement et à la prévention des risques, élu conseiller général de l'Isère, qui avait pour vision que les collectivités et les industriels, alors il pensait plutôt aux industriels, plus généralement aux acteurs économiques, n'étaient pas préparés à la crise. Et donc il a pu obtenir de son président de département de faire le département de l'Isère en territoire d'expérimentation pour monter un organisme de préparation à la crise, sous forme d'exercice, je vais y revenir. Ce bonhomme-là, c'était Haroun Tazieff, qui n'a pas été que spécialiste des volcans, mais qui a été aussi effectivement secrétaire d'État, ça va être le gouvernement Jospin, si je ne fais pas d'erreur, mais à la limite, peu importe. Et donc il a permis de travailler sur deux axes, la préparation à la crise et les politiques de risque en montagne, par un autre organisme qui s'est créé à cette époque. L'IRMA, on est 8 salariés, donc des administrateurs bénévoles. On a 300 membres à peu près. On a un certain nombre de productions, des publications régulières. Des cœurs de notre activité, c'est des parcours d'information et de formation et d'entraînement et exercice, principalement pour les collectivités, mais j'y reviendrai parce qu'on fait d'autres choses. Et puis, on essaie assez régulièrement, 1 ou 2 fois par an, d'organiser des journées thématiques, techniques, thématiques ou des matinales. Et puis, je vous parlerai aussi un peu plus loin du Resilience Tour. On publie un certain nombre de documents numériques et on a sur notre risque hebdo plus de 12 000 abonnés, je crois. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner. Si ça vous intéresse, vous verrez au moins de quoi il s'agit. Le risque hebdo, c'est une chronique des événements risques régionaux, nationaux, internationaux. La vocation de la création de l'Institut, ce n'était pas de concurrencer, faire la place des acteurs publics qui sont en charge des politiques de risque, c'était plutôt d'être un bras armé articulé avec ces acteurs. Et donc c'est pour ça qu'on collabore beaucoup avec les deux grands ministères en charge des risques, l'écologie et l'intérieur, en particulier pour élaborer des documents de référence ou des publications qui sont utiles à chacun d'entre vous selon vos statuts. Et puis j'en profite pour vous donner le thème de la prochaine journée technique, le 17 décembre. C'est complet en présentiel, c'est disponible en visio. On fait une prochaine journée technique qui est sur l'alerte des populations à l'ère de FR Alerte. Alors on en a parlé ce matin pas mal. On aura la chance d'avoir le ministère de l'Intérieur qui viendra intervenir. Finalement, la question, ça sera où c'est qu'on en est. Et après les quelques dizaines de déclenchements véritables d'FR Alert qu'on a eu ces dernières années, dont quelques-uns que j'ai vécu moi-même au mois d'octobre. Voilà. À l'IRMA, on s'est doté d'une stratégie pluriannuelle. Donc la stratégie 2022-2024 arrive à échéance. On a commencé à travailler sur les prochaines années. On a 3 axes aujourd'hui. C'est la promotion de l'information préventive et de la résilience territoriale. C'est vaste, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Il y a l'appui aux collectivités pour leur préparation à la crise risque majeur. Alors, on parle bien de risque majeur, hein, naturel et technologique, c'est les 2 focus. Mais ce que j'ai entendu ce matin peut-être nous inciter à élargir un peu notre champ, parce que, je le répète, les approches multirisques sont importantes. Et puis, par le biais de notre centre de ressources et du travail en réseau multi-acteurs, c'est partager la connaissance et promouvoir ce partage. Alors, dans les diapos qui suivent, je vais vous parler d'abord des parcours de professionnalisation. Ensuite, je vous dirai 2 mots du Resilience Tour, puis des parcours territoriaux. Ce logigramme, François Jeannot-Caro, notre directeur, sait que j'y tiens beaucoup. Il résume bien la manière dont on doit aborder
la formation des élus ou des acteurs économiques. Je ne devrais pas dire la formation des élus, la formation des collectivités locales, parce qu'il y a les élus et les services. Et c'est un peu raccourci de parler de la formation des élus. La question finalement, avant de parler d'aguerrissement et d'exercice de crise, qui est l'outil indispensable quand on a un PCS qu'on connaît pour le pratiquer sur table en une demi-journée ou une journée pour démythifier un peu les difficultés, c'est savoir où on en est sur l'appropriation vis-à-vis de l'exposition au risque. Et donc, avant de parler d'entraînement, c'est ce que vous voyez dans le pavé qui s'appelle Exocrise, il faut vraiment vérifier qu'on n'a pas de la sensibilisation à faire. La réponse à cette sensibilisation, ça peut être les journées techniques, c'est surtout le Resilience Tour, qui a été l'action phare, j'y reviendrai en détail, qu'on a lancé il y a 3 ans maintenant. Et puis il y a les parcours de formation, territorialisés, sur lesquels l'idée c'est d'aller sur un territoire et puis de voir quels sont les besoins pour s'adapter. Au sujet des parcours de formation, j'ai entendu parler de Calliope. Nous on est déjà certifié Calliope, Sandra, bon, mais ça va bien se passer, t'inquiète pas, j'ai aucun doute. Et c'est vrai que pour les collectivités, c'est quand même un plus, puisque en termes tout simplement de financier, les choses ne sont plus les mêmes quand on est certifié. Alors, 2 mots sur le Resilience Tour qu'on co-organise avec la FPCNT depuis 2 ans. L'idée du Resilience Tour, c'est un parcours d'étapes. Vous avez la carte 2024, qu'on a voulu cette année, unité de temps, unité de lieu, c'est-à-dire unité de lieu, on fait un département, unité de temps sur quelques jours les uns après les autres. On ne fait pas une action un jour et 15 jours après on revient. Des actions diverses qui ont pour vocation à cibler les 4 blocs qui sont là, les 4 publics cibles. Les collectivités locales, élus et services. Le grand public, on l'a dit depuis ce matin, le relais, le grand public, les citoyens et accessoirement dans les secteurs touristiques, les touristes, doivent s'approprier le fait qu'ils ont un rôle à jouer sur la préparation à la crise, les bons comportements en cas de crise, la préparation d'un kit d'urgence, etc. Je ne vais pas vous faire tout le panégyrique, sinon ça va nous mener loin. On croit beaucoup les uns les autres, en tout cas avec la FPCNT, des actions auprès des scolaires, quel que soit leur âge. J'ai été parent de jeunes enfants, je suis toujours parent, mais de petits-enfants, et on s'aperçoit qu'on peut faire passer beaucoup de messages par les jeunes, par les gamins, par les plus grands, qui des fois, moi j'ai toujours l'expérience, quand on lance le tri sélectif, c'est eux qui nous remettent dans le droit chemin. Voilà, donc ça on y croit beaucoup, et il y a des actions qui peuvent être des escape games, des trucs plus ludiques. Et puis il y a les acteurs économiques. Quand on parle d'acteurs économiques, beaucoup pensent à un Céveso qui génère des risques. Moi, je pense à un Céveso ou une entreprise qui est exposée à des risques. Voilà, je ne vais pas vous faire le détail. Donc, on a à la fois la sensibilisation, la préparation des populations et tous ces types d'acteurs à agir, à réagir. Et puis, avec un objectif, ça a été un peu évoqué ce matin aussi, la question de la participation citoyenne par les réseaux d'associations diverses ou d'acteurs divers qui peuvent nous intéresser et dans la préparation à la crise et en la gestion de crise. Donc on a fait 13 étapes cette année. La journée, autour de la journée nationale d'action face au risque, 3 mois. Donc vous voyez, on ne s'est pas centré sur le 13 octobre. 3 mois, donc c'est encore quelques jours, quelques temps. On conclut mi-décembre à Paris. Une étape, c'est plusieurs actions, donc on est à plus d'une centaine d'opérations. Voilà, je n'ai pas vérifié le chiffre, mais il doit être bon. Et très vite, tout début janvier, on a déjà rendez-vous avec la FPCNT pour tirer un bilan, mais pour préparer l'édition 2025. Donc on va essayer, sans déflorer, je pense, de renouveler un peu sur le même schéma qui a pas mal fonctionné, ces opérations regroupées en quelques jours dans un même lieu, le lieu étant le département ou moins. Voilà. Bon, j'en profite pour vous dire, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter pour lever le doigt et nous dire tiens, on est candidat. Voilà. On a déjà des candidats potentiels. Voilà, on espère qu'on y arrivera. Charles. Voilà. Alors,
pour répondre de manière différente, ce qu'on faisait aussi sur l'approche avec les territoires, on a lancé un... Non, je ne vais pas oser dire un label, ça ferait de l'ombre à une idée qui est un logo, voilà, qui s'appelle les parcours territoriaux. L'idée des parcours territoriaux, c'est donc toujours la montée en compétences des équipes municipales, qu'elles soient élues et agents, mais vraiment en appui aux partenaires, c'est-à-dire on n'arrive pas avec un programme tout fait, tout prêt, mais on essaie de coller au mieux avec tous les acteurs du territoire, sur la base de modules qu'on a développés, coller au mieux à leurs besoins. Voilà, donc on parle de mise en œuvre décentralisée, mais c'est l'idée, c'est d'avoir l'agilité pour coller au mieux aux besoins. En gros, si vous reprenez le logigramme que j'avais tout à l'heure, où c'est que la collectivité en est dans sa maturation et maturité des choses. En faisant ça, on se projette déjà sur l'après 2026. Alors, il ne vous a pas échappé qu'il y avait des élections municipales en 2026, et on se demande, on n'est pas devin, mais si on ne va pas revivre le taux de renouvellement d'élus qu'on a connu en 2020, alors qui était divers selon les régions et les villes, mais en tout cas qui était certain, et sur lequel finalement la question c'est pas, c'est de se dire, il faut qu'on aille toucher les équipes nouvellement élues ou les équipes pour lesquelles il y a un certain renouvellement au sein d'un conseil, je crois 50%, pour favoriser leur aguerrissement face au risque. Voilà. Donc on va essayer de... L'idée, c'est peut-être à partir de 2026, pas tout seul, avec nos partenaires habituels, de faire une priorité de ces sujets, parce que selon comment ça va se passer, on pourrait avoir des demandes fortes de la part des collectivités pour se dire, je dois être sensibilisé au risque, première étape, et comment je fais pour connaître et savoir comment m'organiser. Voilà, j'ai un PCS dans l'armoire ou pas? Est-ce que ce PCS, c'était intéressant, le témoignage de tout à l'heure, il est opérant, je suis capable de le lire tout seul, ou j'ai besoin d'une aide à la lecture. Voilà. Donc ça, c'est un de nos éléments phares pour cette période-là. Et donc, on a bien l'intention de généraliser à terme les entraînements, de compléter les parcours, mais vraiment, je l'ai dit un peu avant de tourner la page, par différents modules, d'aguerrir les élus, et puis de favoriser la culture interservice. Alors, ça c'est aussi un constat qu'on a fait, je l'expliquais à certains tout à l'heure, là, à midi, lors d'un exercice intercommunal avec une interco, 3 communes et l'interco. Et on les a fait jouer ensemble, je le dis comme ça, parce que c'était... Voilà, et puis on a fait surtout un débrief collectif, il y avait 80 personnes, je ne sais plus combien, enfin c'était un gros truc. Hein. Et ce qui est apparu dans le débrief, c'est un peu le fonctionnement cloisonné entre chacune des communes qui a fait son job. L'interco a fait son job, mais il a manqué des passerelles. Et je le dis, s'il y a des élus dans la salle, en particulier sur alors, il y a le rôle de l'interco en appui des communes, mais ça, c'est quelque chose qui va se construire. Le PICS doit y contribuer, mais ça ne règle pas tout. Mais on s'est aperçu, avec ce cas pratique, qui est un cas, mais en tout cas qui illustre, que l'interco n'avait pas forcément pris la mesure de sa propre organisation en crise pour gérer ses propres services et ses propres obligations. En gros, l'interco avait compris qu'il fallait qu'elle mobilise GEMAPI, mais les déchets, le secteur social, enfin, je ne vous fais pas la liste, tout ça avait été largement oublié. Donc voilà, on voit bien que, déjà sous cet exemple, commune, intercommunalité, il y a un petit jeu interservice à régler. Et après, il y a tous les autres acteurs qui peuvent être, alors je ne parle pas des services de l'État à ce stade, qui peuvent être mobilisés. Je finirai par la dernière diapo, pour vous dire j'en ai un peu parlé, on a un centre de ressources, tout est accessible en ligne, sous réserve qu'on arrive à le trouver, mais ça, tout ça va évoluer. Et puis, il ne faut pas hésiter à nous solliciter pour savoir si on a des publications, des bouquins, voilà, on a pas mal de choses. Et l'idée du centre de ressources, c'est que voilà, on rend, un peu comme tu le disais, Ghislaine, on rend la donnée, la connaissance accessible le plus possible au plus grand nombre.
Et puis, bien sûr, on est à votre disposition, ceux qui le souhaiteraient, si vous avez besoin de renseignements particuliers. Voilà. Reste avec moi. Oui, ça m'allait parfaitement. En plus, on a tenu le timing. Sandra, peut-être Claire. Je ne doute pas que vous ayez des questions dans la salle à l'un ou l'autre des intervenants. Tic-tac, 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 tic-tac. Non, pas de questions. Si. En fait, ce n'est pas une question, c'est un commentaire, si je peux me permettre. On a un petit peu échangé avec M. Pirou tout à l'heure, et je voudrais juste apporter un commentaire quand vous avez dit on ne forme pas les élus. Ben moi, je crois que si. Oui, c'est un élu ne sait pas tout, en particulier un maire, et puisqu'on parle de 2026, ça arrive très prochainement, et un maire doit être formé, parce que le maire est directeur des opérations de secours, et lui en particulier, il doit avoir une sensibilisation particulière, une formation sur la conduite, sur le process décisionnel. Parce que s'il a une bonne administration, l'administration va tout préparer, va le conseiller, va lui soumettre des solutions, mais lui devra décider. Et ça, c'est quelque chose de très difficile de prendre une décision, surtout quand il y a des morts. Pour réagir à ce que vous dites, non mais vous avez raison de recaler un peu les choses. Quand on pilote un exercice, je vous disais, il faut démythifier. Voilà. Par contre, l'enjeu, c'est que chacun essaie de trouver son rôle, voit quel est son rôle, et je dirais parfois s'en tienne à son rôle. L'exercice dont je parlais avec 3 communes, le maire de la plus grande ville, ville, enfin c'est une petite ville, il a joué son rôle, mais il est allé sûrement un peu au-delà. En fait, il voulait tout voir, tout savoir, tout faire. Et donc, c'est question d'entraînement avec nous, avec d'autres, c'est même pas le sujet. C'est important pour que chacun, d'abord, connaisse quel est son rôle, s'en tienne à son rôle, et finalement se dise, je dois aussi déléguer. Ça, c'est un premier point. Et un deuxième point qui me tient à cœur, c'est aussi gérer la relève, gérer les troupes fraîches. C'est-à-dire qu'une crise qui dure, il ne s'agit pas pour un maire d'avoir tout son conseil autour de lui pour faire la photo. Excusez-moi de le dire comme ça, mais voilà, c'est un peu mon humour. Il s'agit de se dire, moi, je vais m'organiser sur une certaine durée pour avoir toujours quelqu'un. Mais je partage ce que vous dites. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou réactions dans la salle ? Alors moi j'avais une question, alors peut-être globale sur les labels et puis les parcours. On a parlé de l'accompagnement des collectivités. Les labels nous ont illustré une approche entreprise, et d'ailleurs un petit peu également sur le haut comité, une approche collectivité. Quid des démarches plateformes ? Par exemple, on a des entreprises et une zone d'activité. Est-ce que Resiscore se tourne vers ces démarches où on a finalement des acteurs qui doivent aussi se coordonner avec un gestionnaire de zone d'activité, de plateforme ? Et pareil, le lien entre le label Résilience France Collectivité et la partie intercommunalité. Est-ce qu'il y a des intercos qui finalement prennent à bras-le-corps ce label aussi pour coordonner une mise en place de label à l'échelle du bassin ? Et pour toi, par rapport au parcours de formation territorialisé, je vois qu'on a Arnaud, que j'ai retrouvé avec plaisir là, du SDIS de l'Hérault, qui est là. Et quand on avait travaillé à la mise en place d'une formation sur les inondations, ce qu'on se disait avec Jeff Biscay, qui est un ami commun, sapeur-pompier de renom, c'était que sur les formations, justement, territoriales, on était convaincus sur les formats territoriaux d'action, mais surtout sur le multi-acteur, c'est-à-dire décloisonner. On l'a dit tout à l'heure, et je crois que c'est Jean-Pierre Cochet qui revenait là-dessus en disant mais finalement il faut travailler en réseau, être résilient mais de façon collective en fait. Et est-ce que ces parcours, vous les voyez évoluer pour aller faire une formation territoriale mais qui associe des élus, des services techniques, mais également des gestionnaires d'ouvrages stratégiques et sensibles par exemple. Donc pour tous les trois un peu, hop, on sort un peu de l'échelle qui nous a été présentée. Est-ce que vous envisagez une échelle un petit peu plus large ? Oui, alors pour les intercommunalités, on a le label Résilience France Collectivité aussi pour les intercommunalités. Donc c'est un questionnaire différent parce que ce ne sont pas les mêmes compétences qui sont demandées, bien évidemment. Et après, est-ce que les communes, elles utilisent le label qu'elles ont pour, on va dire, prêcher un petit peu la bonne parole auprès des autres communes qui sont dans leur intercommunalité ? Alors en effet, comme c'est un outil de communication,
en effet, elles vont en parler, etc., comme elles pourront parler aussi d'autres labels ou d'autres outils qu'elles mettent en place. Après, souvent, quand j'en parle aux communes ou quand j'en parle au niveau intercommunal, pour leur dire, écoutez, ça peut être un outil pour voilà, évaluer ou voir déjà les communes qui ont des choses chez vous, elles sont souvent, elles me disent, mais vous savez, il y a beaucoup à faire avant. Déjà, il faut qu'on fasse le plan intercommunal de sauvegarde, etc. Donc, je sens qu'aujourd'hui, les intercommunalités ne sont pas prêtes encore à utiliser un outil si développé, qui est très mature. En fait, c'est pour les communes qui sont très matures. Donc voilà. Oui, merci Gisèle pour cette question. J'apporterai 3 éléments de réponse. Le premier, c'est que même si tu veux évaluer le niveau de résilience d'une zone d'activité par rapport aux activités économiques, il y a quand même un enjeu en lien avec la responsabilité du dirigeant par rapport à ses salariés. Donc, quelque part, tu dois quand même passer par la case singleton de l'activité en tant que telle. C'est donc deuxième aspect, ça va être dans la réponse ensuite qui va être faite par rapport à, par exemple, si tu as une quarantaine d'entreprises et tu en audites 10, l'enjeu de mutualiser effectivement les moyens pour renforcer la résilience. Parce que là où je te rejoins complètement, c'est qu'effectivement, on peut être résilient à partir du moment où, on a identifié des ressources, et parmi ces ressources, c'est les liens humains. Il n'y a pas plus fort en fait que les liens humains, mais on a tendance à l'oublier un peu trop souvent. Et donc, à partir de là, c'est effectivement comment les acteurs de la zone d'activité vont s'organiser ensemble. Donc, nous, c'est dans cette réponse qu'on va orienter sur cet aspect macro, comme tu dis. J'avais un troisième élément, mais là, présentement, je l'ai oublié. Si, ce que je voulais dire, voilà, c'est qu'on peut aussi auditer si, par exemple, pour une zone d'activité, tu as une structure type groupement d'intérêt économique ou syndic, etc. On peut l'auditer aussi, comme le Résilience France audite les EPCI. On va auditer à ce moment-là le système et voir ce qu'ils apportent comme réponse en cas de crise. En tout cas, là, typiquement, et tu le sais, on a fait un retour d'expérience sur le Nord-Pas-de-Calais auprès de 5 entreprises qui étaient inondées par la Liane, donc à côté de Boulogne-sur-Mer. Et pour vous partager trois constats en lien avec la résilience de ces entreprises. La première, c'est le PPRI a été approuvé en 2021. Donc, il y avait une servitude, ils savaient qu'ils étaient en zone inondable. Le PPRI a repris l'aléa, ils savaient qu'ils étaient donc toujours en zone inondable. Et en fait, il n'y a pas eu de complément d'action vis-à-vis des entreprises. Donc, ils sont restés avec leur servitude, point à la ligne. La deuxième chose, c'est que du coup, quand là, ils ont été inondés, ils ont eu entre 40 et 1,45 m d'eau dans les entreprises. Eh bien, en fait, c'est ce qu'ils ont constaté, qu'en fait, ils ne s'étaient pas organisés collectivement pour acheter des barques, pour acheter de quoi aspirer l'eau, pour faire des travaux même pour les canalisations d'une zone d'activité qui est très ancienne, etc. Donc, ils ont tout de suite pointé cet aspect, cette dimension collective. Voilà. Peut-être pour réagir sur la question de approche multi-acteurs ou pas, c'était ça ta question. Moi j'aime bien avoir une visualisation en approche par cercle. C'est-à-dire qu'on l'a dit tout à l'heure, parcours territoriaux, exercices, collectivité, élus, services, les deux. Et puis quand la maturité est là, quand le besoin est là, il faut élargir dans une approche interservice à d'autres acteurs. Alors, ça peut être d'autres acteurs publics, ça peut être d'autres acteurs privés. La question de la préparation à la crise, de la culture du risque, on sait que c'est quelque chose qui est moins simple quand il faut mobiliser des gestionnaires d'infrastructures, c'est une première série d'acteurs, des entreprises de services qui sont des utilités pour la collectivité dont on a besoin, des acteurs comme ça. Donc, moi, j'aurais tendance à dire, sur la question de cette approche interservice, il faut qu'on en fasse la promotion, mais il faut aussi qu'on s'adapte à la maturité, je reviens là, de la collectivité. Est-ce que la collectivité est prête à mettre autour de la table, quand je dis à imposer autour de la table,
son gestionnaire d'ordures ménagères, de stations d'épuration, Enedis, pour les nommer, parce que voilà, pour dire on a besoin de vous pour travailler sur ce sujet-là. Moi, je crois que oui. J'ai la conviction qu'il faut y aller avec d'autres acteurs. Aussi pour leur montrer que ce n'est pas parce qu'ils sont acteurs publics qu'ils n'ont pas un job à faire et une organisation à mettre en place. Parce que c'est ça, en fait, le jeu. Si on les sensibilise, ils vont peut-être se dire « Ouh là là, qu'est-ce qui se passe ? On a peut-être un truc à faire, malgré ce que me disent mes patrons parisiens. » Ça, c'était mon humour, deuxième couche. Mais donc, la maturité, elle vient en marchant, elle vient en avançant. Voilà. On ne va pas arriver devant l'adjoint Draguignan pour lui dire il faut un tel et un tel. Par contre, je suis persuadé que l'adjoint Draguignan, il va me dire j'aimerais bien avoir un tel et un tel. C'est ça, j'ai bien compris. Ouais. Il nous faut arrêter là. Le chef, il dit que c'est la pause. Il en a marre. Est-ce que vous avez encore une question, une réaction avant qu'on prenne du coup un petit café, Christian, ou pas? 10 minutes de café, on peut s'aérer, puis après on repart sur la deuxième partie. Merci pour votre attention en tous les cas. Merci à tous les cas.